Umberto Eco, L'île du jour d'avant, livre audio, chapitre 2. Ce qui s'est passé dans le Mont Ferrat. Roberto laisse Forte comprendre de si ces années de vie précédentes, cet été de l'an 1630. Il cite des épisodes du passé seulement quand il lui semble exhiber quelques rapports avec son présent sur la Daphné. Et le chroniqueur de sa chronique, rétif, doit épier entre les plis des propos. À suivre ses manières, il aurait l'air d'un auteur qui, pour différer le dévoilement du meurtrier, ne concède au lecteur que de rares indices. Et je dérobe ainsi des signes comme un délateur. Les Pozzo di San Patrizio étaient une famille de petite noblesse qui possédait le vaste domaine de la Grive aux confins de la province d'Alexandrie, en ces temps-là partie du duché de Milan, et donc territoire espagnol. Mais que par géographie politique, aux dispositions d'esprit, on croyait vassal du marquis du Montferrat. Le père, qui parlait en français avec sa femme, en dialecte avec ses paysans et en italien avec les étrangers, s'exprimait avec Roberto de différentes manières, selon qu'il lui enseignait un coup d'épée ou l'emmenait chevaucher à travers champs, pestant contre les oiseaux qui ravageaient sa récolte. Pour le reste, l'enfant passait son temps sans amis, rêvant de terres lointaines quand il rôdait, ennuyé, dans les vignes, de fauconnerie s'il chassait des martinets et de lutte avec le dragon s'il jouait avec les chiens, de trésors cachés tandis qu'il explorait les salles du lieur, Castel ou Bastidon, si l'on veut. Lui allumait ces vagabondages de l'esprit, les romans et les poèmes de chevalerie qu'il trouvait empoussiérés dans la tour méridionale. Inculte, il ne l'était donc pas. Il avait même un précepteur, fut-il saisonnier, un carme qui, disait-on, avait voyagé en Orient où murmurait sa mère en se saignant. On insinuait qu'il s'était fait musulman, arrivé une fois l'an au domaine accompagné d'un serviteur et de 4 mulets chargés de livres et autres paperasses. Hôte pour 3 mois, ce qu'il enseignait à son élève, je l'ignore. Mais quand il est arrivé à Paris, Roberto faisait son petit effet et en tout cas apprenait vite ce qu'il entendait. De ce carme, on ne sait qu'une chose, et ce n'est pas un hasard si Roberto y fait allusion. Un jour, le vieux Pozzo s'était coupé en fourbissant une épée, et soit que l'arme fût rouillée, soit qu'il eût lésé une partie sensible de la main ou des doigts, la blessure lui donnait de fortes douleurs. Alors le carme avait pris la lame. Il y avait répandu une poudre qu'il gardait dans une petite boîte et aussitôt Pozzo avait juré ressentir un soulagement. Le fait est que le lendemain, la plaie se cicatrisait déjà. L'étonnement de tout avait rejoué le carme, et il avait dit que le secret de cette substance lui avait été révélé par un arabe et qu'il s'agissait d'un médicament bien plus puissant que celui nommé par les chrétiens spagyrique, Ingenitum armarium. Quand on lui avait demandé pourquoi donc la poudre ne devait pas être appliquée sur la blessure, mais bien sur la lame qu'il avait occasionnée, il avait répondu qu'ainsi agit la nature où, parmi les forces les plus fortes, se trouve la sympathie universelle qui gouverne les actions à distance. Et il avait ajouté que, si la chose pouvait apparaître difficile à croire, l'on n'avait qu'à songer à l'aimant, lequel est une pierre qui attire à soi la limaille de métal aux grandes montagnes de fer qui couvrent le nord de notre planète et attirent l'aiguille de la boussole. Ainsi, l'angon armaire, adhérant fortement à l'épée, attirait ces vertus du fer que l'épée avait laissées dans la blessure et en empêchait la guérison. N'importe quel être qui, dans son enfance, a été témoin de pareilles choses, ne peut qu'en rester marqué toute sa vie. Et nous allons voir bientôt comment le destin de Roberto fut décidé par son attirance pour le pouvoir attractif de poudre et d'angon. Par ailleurs, ce n'est pas là l'épisode qui a laissé l'empreinte la plus profonde sur l'enfance de Roberto. Il en est un autre. Et à proprement parler, ce n'est pas un épisode mais une sorte de refrain dont le jeune homme avait gardé soupçonneuse mémoire.
Il paraît donc que son père, certainement plein d'affection pour ce fils, même s'il le traitait avec la rudesse taciturne propre aux hommes de cette ère, de temps à autre, et précisément au cours de ses 5 premières années de vie, le soulevait en l'air et fier, lui criait: «Toi, tu es mon premier-né». Rien d'étrange, au vrai, sauf un péché véniel de redondance vu que Roberto était fils unique. Si ce n'était qu'en grandissant, Roberto avait commencé à se rappeler, ou il s'était convaincu de se rappeler, que devant ces manifestations de joie paternelle, sa mère prenait un air mi-anxieux, mi-radieux, comme si le père faisait bien de dire cette phrase, mais que l'entendre répéter réveillait en elle une inquiétude apaisée depuis beau temps. L'imagination de Roberto avait longtemps gambadé autour du ton de cette exclamation, pour en conclure que son père ne la prononçait pas telle une assertion évidente, mais au contraire, une investiture inédite dans l'emphase de ce toi, comme s'il voulait dire toi et pas un autre. Tu es mon fils premier-né. Pas un autre ou pas l'autre. Dans les lettres de Roberto apparaissent toujours quelques références à un autre qui l'obsède. Et c'est justement alors que l'idée semble lui être née, quand il s'était persuadé et avec quoi pouvaient se creuser les mini-méninges, un enfant perdu au milieu des grosses tours pleines de chauves-souris, des vignes, des lézards et des chevaux, gêné et ne sachant comment se comporter avec les jeunes paysans, ses inégaux contemporains, et qui, s'il écoutait les fables de sa grand-mère, écoutait celles du Carme, que quelque part rôdait un autre méconnaissable frère, probablement d'un naturel méchant si le père l'avait renié. Roberto était d'abord trop petit, et puis trop pudique, pour se demander si ce frère lui était frère du côté de son père ou du côté de sa mère. Et dans les deux cas, sur l'un des géniteurs se serait allongée l'ombre d'une faute ancienne et impardonnable. C'était un frère en quelque manière, peut-être surnaturel, il était certainement coupable du rejet qu'il avait subi, certainement pour cela, il le haïssait lui, Roberto le préférait. L'ombre de ce frère ennemi, que pourtant il aurait voulu connaître pour l'aimer et s'en faire aimer, avait troublé ses nuits de petit garçon. Plus tard, adolescent, il feuilletait dans la bibliothèque de vieux volumes pour y trouver caché, que sais-je, un portrait, un acte du curé, un aveu libérateur. Il errait dans les combles, ouvrant de vieilles malles remplies de vêtements de ses Bessayeul, médailles oxydées ou un poignard mauresque, et il s'arrêtait pour interroger de ses doigts perplexes des petites chemises de toile fine qui avaient sûrement enveloppé un enfant, mais Dieu sait combien d'années ou de siècles avant. Peu à peu, elle avait même donné un nom à ce frère perdu, Ferrand, et qu'il s'était mis à lui attribuer de menus crimes dont on l'accusait à tort, tel le vol d'un gâteau ou la libération indénue d'un chien à la chaîne. Ferrand, favorisé par son effacement, agissait dans son dos, et lui se couvrait derrière Ferrand. Mieux, peu à peu, la coutume d'inculper son frère, inexistant de ce qui lui, Roberto, ne pouvait avoir fait, s'était changé en habitude de lui attribuer même ce que Roberto avait vraiment fait, et dont il se repentit. Non, que Roberto dit aux autres un mensonge, c'est que, recevant en silence et noué de larmes la punition pour ses propres délits, il parvenait à se convaincre de sa propre innocence et à se sentir la victime d'une vexation. Une fois par exemple, pour essayer une nouvelle hache que le forgeron venait de livrer, et aussi en retour de je ne sais quelle injustice qu'il pensait avoir subie, Roberto avait abattu un petit arbre, fruitier, planté depuis peu par son père avec de grandes espérances pour les saisons futures, quand il s'était rendu compte de la gravité de sa sottise. Roberto s'en était représenté des conséquences terribles. Au minimum, une vente aux Turcs qui le ferait ramer sa vie dans leur galère. Il se disposait à tenter la fuite et à finir ses jours comme bandit sur les collines, à la recherche d'une justification, et s'était vite convaincu que l'arbre abattu avait été sûrement le fait de Ferrand. Mais le père, une fois ce crime découvert, avait rassemblé tous les garçons du domaine et avait dit que, pour éviter son ire, sans discrimination,
Le coupable ferait mieux d'avouer. Roberto s'était senti généreusement compatissant. Il avait accusé Ferrante. Le pauvret aurait subi un nouvel reniement. Au fond, le malheureux faisait le mal pour combler son abandon d'orphelin. Blessé par le spectacle de ses géniteurs qui comblaient un autre pour caresse, il avait fait un pas en avant. Et tremblant de peur et de fierté, il avait dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre fût incriminé à sa place. L'affirmation, même si elle ne l'était pas, avait été prise pour un aveu. Le père, retroussant sa moustache et regardant la mère, avait dit, au milieu de bourrus reclements de gorge, que certainement le crime était des plus graves et la punition inévitable, mais qu'il ne pouvait pas ne pas apprécier que le jeune monsieur de la Grive fit honneur aux traditions de la famille, et qu'ainsi doit toujours se conduire un gentilhomme. N'eut-il que 8 ans, ensuite de quoi il avait décrété que Roberto ne prendrait pas part à la visite de la mi-août au cousin de Saint Salvatore, ce qui représentait une pesante punition à coup sûr. Il y avait Quirino à Salvatore, un vigneron qui savait hisser Roberto sur un figuier d'une hauteur vertigineuse, mais à coup sûr moindre que les galères du sultan. Pour nous, l'histoire paraît simple. Le père est fier d'avoir un rejeton qui ne ment pas. Il regarde la mère avec une satisfaction mal dissimulée et il punit avec indulgence, façon de sauver les apparences. Mais sur cet événement, Roberto eut à broder longuement, arrivant à la conclusion que son père et sa mère avaient sans nul doute pressenti que le coupable était Ferrante. Il avait apprécié le côté fraternel, héroïsme de leur fils préféré. Et il s'était senti soulagé de ne pas devoir mettre à nu le secret de la famille. Peut-être est-ce moi qui brode sur de maigres indices, mais le fait est que la présence du frère absent aura un poids dans cette histoire. De ce jeu péril, nous retrouverons des traces dans le comportement de Roberto adulte, ou du moins de Roberto au moment où nous le trouvons sur la Daphné, en une occurrence qui, à vrai dire, aurait embrouillé quiconque. De toute manière, je devine, nous devons encore établir comment Roberto arrive au siège de Cassale. Et là, il convient de donner libre voix à l'imagination et de se figurer comment cela peut s'être passé. À la Grive, les nouvelles ne parvenaient pas avec grande célérité, mais depuis au moins 2 ans, l'on savait que la succession au duché de Mantoue provoquait de nombreux tracas au Montferrat, et qu'il y avait déjà eu un demi-siège, en bref. Et c'est une histoire que l'on a déjà racontée, fût-ce de façon plus fragmentaire que la mienne. Au mois de décembre 1627 mourait le duc Vincenzo il Monto. Et autour du lit de mort de ce dissolu, qui n'avait pas su faire d'enfant, il s'était célébré un ballet de 4 prétendants, de leur agent et de leur protecteur. Le marquis de Saint-Charmant l'emporte, qui réussit à convaincre Vincenzo que l'héritage revient à un cousin de la branche française, Charles de Gonzague, duc de Nevers. Le vieux Vincenzo, entre un râle et l'autre, fait ou laisse faire que Nevers épouse en toute hâte sa nièce Marie de Gonzague, et il expire en lui laissant le duché. Or, Nevers était français, et le duché dont il héritait comprenait aussi le marquisat du Montferrat, avec sa capitale Casale, la forteresse la plus importante de l'Italie du Nord, située qu'il était entre Milanais espagnols et les terres de Savoie. Le Montferrat permettait le contrôle du cours supérieur du Pô, des passages entre les Alpes et le sud, de la terre ou de la route entre Milan et Gênes. Et il s'insérait comme un tampon entre la France et l'Espagne. Aucune des deux puissances ne pouvait se fier à cet autre tampon qui était le duché de Savoie où Charles Emmanuel faisait un jeu qu'il serait indulgent de définir double. Si le Montferrat allait à Nevers, c'était comme s'il allait à Richelieu, et il était donc évident que l'Espagne préférait qu'il allât à quelqu'un d'autre, disons le duc de Gastala, à part le fait que le duc de Savoie avait quelques titres à la succession lui aussi. Cependant, puisqu'il existait un testament et qu'il désignait Nevers aux autres prétendants, il restait seulement à espérer que le saint
et romain empereur germanique, dont le duc de Mantoue était formellement feudataire, ne ratifia point la succession. Les Espagnols n'en étaient pas moins impatients et dans l'attente que l'empereur prit une décision, Casale avait déjà été assiégé une première fois par Gonzalo de Cordoue et maintenant, pour la deuxième fois, par une imposante armée espagnole et impériaux commandée par le marquis de Spidola. La garnison française se disposait à résister, dans l'attente d'une armée française de secours encore engagée au nord, et Dieu seul sait si elle arriverait à temps. Les événements en étaient plus ou moins à ce point-là lorsque le vieux Gozo, ou Pozo, à la mi-avril, réunit devant le château les plus jeunes de ses domestiques et les plus lestes de ses paysans, distribua toutes les armes qui se trouvaient dans le domaine, appela Roberto et tint à tous ce discours qu'il devait avoir préparé pendant la nuit. Vous, mes gens, écoutez, notre terre de la Grive a toujours payé tribut au marquis de Montferrat, comme qui dirait depuis quelque temps le duc de Mantoue, lequel est devenu le seigneur de Nevers, et qui vient me dire que Nevers n'est ni Montoine, ni Montferrat. Je lui botte le train. Pour ce que vous êtes des myrmidons, ignares que de ces choses, vous ne comprenez goutte, et donc mieux vaut que vous restiez quoi, et laissiez faire votre maître, qui du moins lui sait ce qu'est l'honneur. Mais quand vous l'honneur, vous le colchiquez, ou je pense, vous devez savoir que si les impériaux entrent à Casale, ces gens qui ne s'embrassent pas de finesse, vos vignes seront accravantés, et vos femmes, n'en parlons pas. Allez, raison pourquoi on part défendre Casale. Pour moi, je n'oblige personne. S'il y a quelques fourbes de fainéants qui n'ont pas de cette idée, qu'ils le disent sur le champ, et je le pends haut et court à ce chêne. Aucun des présents ne pouvait encore avoir vu les eaux fortes de Callot avec des grappes de gens comme eux qui pendouillaient à d'autres chênes, mais l'air du temps en frémissait. Tout le verre qui leur mousquet et leur pique, et des bâtons à la faucille liés au sommet, et ils crient « Vive Casale !» À bas les impériaux, comme un seul homme. Mon fils, dit le sieur Pozzo à Roberto tandis qu'ils chevauchaient de par les collines avec leur petite armée qui suivait à pied, ce Nevers ne vaut pas une demi-couille. Et quand Vincenzo lui a passé le luché, son oiseau n'avait plus d'aile et son cerveau non plus, qui d'ailleurs ne volait pas bien haut même avant. Mais il l'a passé à lui et pas à cette caillette de Gastala. Et les Pozzo sont vassaux des seigneurs légitimes de Montferrat depuis les temps où Barthes filait. Or, donc, on va à Casale, on doit se faire aussi pour ce que 20 yeux de girouette. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un que les choses vont bien et puis le lâcher quand il est dans la gadoue jusqu'au col. Mais si on ne nous oscille pas, c'est mieux. Oh donc, ouvrir l'œil. Les voyages de ces volontaires depuis le confin de l'Alexandrin jusqu'à Casale fut certainement parmi les plus longs dont l'histoire se souvienne. Le vieux Pozzo avait fait un raisonnement en soi exemplaire. Je connais bien les Espagnols, avait-il dit, et ce sont gens qui aiment prendre leur aise. Ils se dirigeront donc sur Casale en traversant la plaine du sud, car il y passe mieux charrois, canons et engins d'hiver. De ce fait, c'est juste avant Mirabello, nous prenons la direction du couchant et le chemin des collines. Nous employons un jour ou deux en plus, mais nous arrivons sans rencontrer d'embarras. Et avant qu'il arrive, eux. Malheureusement, Spinola avait des idées plus tortueuses sur la façon dont on devait préparer un siège. Et tandis qu'au sud-est de Casale, il commençait à faire occuper Valenza et Ossimiano depuis quelques semaines. Il avait envoyé à l'ouest de la ville, quelques semaines, le duc de Lerma, Ottavio Sforza et le comte de Gombourg, avec environ 7000 fantassins, pour chercher à prendre tout de suite les châteaux de Rosignano, Pontestora et San Giorgio, afin de bloquer toute aide possible qui parviendrait à l'armée française.
alors qu'on tenait du nord vers le sud du gouverneur d'Alexandrie, dont Géronimo Augustin, traversait le Pô avec 5000 autres hommes, tous disposés le long du trajet que Poso croyait copieusement désert. Et point ne put, quand notre gentilhomme le sut par quelques paysans, changer de route, car à l'est, il y avait désormais plus d'impériaux qu'à l'ouest. Poso dit simplement: cela ne fait pas un pli pour nous, je connais ces endroits mieux qu'eux, et on va y passer au milieu comme des faux fouines, ce qui impliquait la quantité de plis et de courbes à faire plutôt considérable, au point de rencontrer jusqu'aux Français de Pontestura, qui entre-temps s'étaient rendus, et pourvu qu'ils ne rentrassent pas à Casale, on leur avait accordé de descendre vers Finale, d'où ils pourraient rejoindre la France par la mer. Ceux de la Grive les croisèrent du côté d'Oteglia. Ils manquèrent de se tirer mutuellement dessus, chacun croyant que les autres étaient des ennemis, et Poso apprit par leur commandant que parmi les conditions de la reddition, on avait aussi établi que le blé de Pontestura fut vendu aux Espagnols, et que ceux-ci enverraient l'argent aux Casalois. Les Espagnols sont de grands seigneurs, mon fils, dit Poso. Les gens contre qui combattre est un plaisir. Par chance, nous ne sommes plus au temps de Charlemagne contre les morts, où les guerres étaient toutes un aussi toi que je t'aussi moi. Celles-ci sont des guerres entre chrétiens, Dieu. Or donc, eux sont occupés à Rosignano. Nous passons dans leur dos. Nous nous enfilons entre Rosignano et Pontestura et sommes à Casale en 3 jours. Ces paroles, dites fin avril, Poso arriva avec les siens en vue de Casale le 24 du mois de mai. Ce fut, du moins dans les souvenirs de Roberto, une grande belle marche, toujours abandonnant les routes et les chemins muletiers pour couper à travers champs. Aussi bien, disait Poso, quand il y a une guerre, tu vas à volo, et si ce n'est pas nous qui gâtons les récoltes, ils les gâteront eux. Pour survivre, ils firent bombance au milieu des vignes, des fruitiers et des poulaillers aussi bien, disait Poso. C'était là la terre montferrine et il devait nourrir ses défenseurs, à un paysan de Montbello qui protestait. Il fit donner 30 coups de bâton en lui disant que s'il n'y a pas un tant soit peu de discipline, ce sont les autres qui gagnent les guerres. Roberto commençait à voir dans la guerre une fort belle expérience. Des voyageurs colportaient avec eux des histoires édifiantes, comme celle de ce cavalier français blessé à capturer à Saint-Giorgio, qui s'était plaint qu'un soldat lui avait dérobé un portrait auquel il tenait beaucoup. Et le duc de Lerme, lorsqu'il eut entendu la nouvelle, lui avait fait restituer le portrait, l'avait soigné, puis renvoyé avec un cheval à Casale. Et d'autre part, fût-ce à force de déviation, spirale, à en perdre tout sens de l'orientation. Le vieux Pozo avait réussi à faire en sorte que, de guerre guerroyer, sa bande n'en l'eût encore vu. Ce fut donc avec grand soulagement, mais avec l'impatience de qui veut prendre part à une fête de longtemps attendue, qu'un beau jour, du haut d'une colline, ils virent sous leurs pieds et devant leurs yeux la ville, bloquée au nord, à leur gauche par la large bande du Pô qui, juste devant le château, était déchirée en son milieu par 2 gros îlots, et finissait presque en pointe vers le sud avec la masse étoilée de la citadelle. Jubilante de tours et de clochers à l'intérieur, à l'extérieur, Casale paraissait imprenable, tout hérissé de bastions en dents de ski qui lui donnaient l'air d'un de ces dragons que l'on voit dans les livres. C'était vraiment un grand et beau spectacle. Tout autour de la ville, des soldats en habits multicolores traînaient des machines obsidionales entre des groupes de 30 enjolivés d'étendards et des cavaliers au couvre-chef fort emplumés. De temps à autre, on voyait dans le vert des bois ou le jaune des champs un miroitement soudain qui blessait la vue. Et c'étaient des gentilshommes aux cuirasses d'argent qui jouaient avec le soleil. L'on ne comprenait pas de quel côté il allait et il caracolait, peut-être bien précisément, pour tirer l'œil de la galerie. Bon pour tous, le spectacle parut moins gai à Pozo qui dit: braves gens, cette fois, nous sommes vraiment caillotés.
et donnant une tape sur la nuque de Roberto qui demandait pourquoi. Donc, ne fais pas le béné. Là, ce sont les impériaux. Tu ne vas pas tout de même croire que les Casalois sont aussi nombreux qu'ils sont là à bagnauder hors les murailles. Les Casalois et les François sont dedans, qui élèvent des bottes de paille et se conchient à cause qu'ils ne sont pas même 2000, alors que les autres, là en bas, sont au moins 100 000. Regarde, jusque sur cette colline, là en face, il exagérait, l'armée du marquis de Spinola ne comptait que 18 000 fantassins et 6 000 cavaliers, mais cela suffisait et il y en avait de reste. Que faisons-nous, père demanda Roberto. Nous faisons en sorte, dit le père, de bien préserver, de bien observer où sont les luthériens. Et pas question de passer par là. In primi, on ne comprend goutte à ce qu'ils disent. In secondi, d'abord ils te tuent, ensuite ils te demandent qui tu es. Regardez avec attention là-haut, ils ont bien l'air d'Espagnols. Vous avez déjà entendu que sont gens avec qui on peut traiter, et que ce soit des Espagnols de bonne famille. En ces choses, ce qui compte, c'est la bonne éducation. Ils repérèrent un passage le long d'un campement aux enseignes de leur très chrétienne majesté, où étincelaient plus de cuirasses qu'ailleurs, et ils descendirent en se recommandant à Dieu. Dans le milieu, dans la confusion, ils purent cheminer le longtemps au milieu de l'ennemi, car cette époque, l'uniforme n'était porté que par certains corps choisis tels que les mousquetaires. Et pour le reste, vous ne compreniez jamais qui étaient des vôtres. Mais à un certain point, et juste au moment où il ne restait qu'à traverser une terre sans personne, ils tombèrent sur un avant-poste et furent arrêtés par un officier qui demanda avec civilité qui il était et où il allait, tandis que derrière lui, une compagnie de soldats se tenait sur le qui-vive. Monsieur, dit Pozo, faites-nous la grâce de nous donner la route, en vertu de quoi il faudra que nous allions nous placer au bon endroit pour ensuite vous tirer dessus. L'officier ôta son chapeau, fit une révérence et un salut à balayer la poussière 2 mètres devant lui, et il dit: Señor, no es menor gloria vencer al enemigo con la constancia en la paz que con las armas a la guerra. Puis, en bon italien, passez, monsieur, si un quart des nôtres à la moitié de votre courage, nous vaincrons. Que le ciel m'accorde le plaisir de vous rencontrer sur le champ et l'honneur de vous tuer. Fils de orbe, dan fils de sec, murmura Pozo entre ses dents. Ce qui, dans la langue de ces terres, est encore aujourd'hui une expression optative, par laquelle on souhaite à peu près que l'interlocuteur soit d'abord privé de la vue et sitôt après pris par un ox strangleur. Mais à voix haute, faisant appel à toutes ses ressources linguistiques et à son savoir rhétorique, il dit « Yo tambien ». Il salua de son chapeau, piqua des éperons tout doux, encore que pas assez pour la théâtralité du moment, dans la mesure où il devait donner aux siens le temps de la suivre ou de le suivre à pied. Il se dirigea vers les murailles. Tu peux dire ce que tu veux, mais ce sont des gentilshommes, fit-il, retourné vers son fils. Et ce fut un bien qu'il tourna le chef. Il évita une arquebusade qui le visait du haut des bastions. Ne tirez pas, Viedaz, on est entre amis, never, never, cria-t-il en levant les mains, et puis à Roberto, tu vois, ces gens-là sont sans reconnaissance. C'est pas pour dire, les Espagnols sont mieux. Ils entrèrent dans la ville. Quelqu'un devait avoir aussitôt signalé cette arrivée au commandant de la garnison, Monsieur de Toira, ancien frère d'armes du vieux Pozo, grande accolade et une première promenade sur les bastions. Cher ami, disait Toira, sur le registre de Paris, il résulte que j'ai sous la main 5 régiments d'infanterie de 10 compagnies chacun, pour un total de 10 000 fantassins. Et Monsieur de la Grange n'a que 500 hommes. Mon chat, 250. Total, je peux compter sur 1700 tonnes de pied et j'ai 6 compagnies de chevaux légers, 400 tonnes en tout et pour tout,
aussi bien équipé soit-il. Le cardinal sait que j'ai moins d'hommes que je ne devrais, mais il soutient que j'en ai 3800. Je lui écris en lui donnant des preuves contraires et son éminence fait semblant de ne pas comprendre. J'ai dû recruter un régiment d'Italiens. Un régiment d'Italiens veille que veille des Corses et des Montferrat, mais si vous me accordez, ce sont de mauvais soldats. Et imaginez que j'ai dû donner l'ordre aux officiers d'encadrer dans une compagnie à part leurs valets. Vos hommes se rallieront au régiment d'Italiens veille que veille des Corses et des Montferrat, mais si vous me l'accordez, ce sont de mauvais soldats. Imaginez que j'ai dû donner l'ordre aux officiers d'encadrer dans une compagnie à part leurs valets. Vos hommes se rallieront au régiment italien, sous les ordres du capitaine Bassiani, qui est un bon soldat. Nous y enverrons aussi le jeune de la Grive, qu'il est au feu en comprenant bien les ordres. Quant à vous, cher ami, vous vous unirez à un groupe de gentilshommes, des braves, qui nous ont rejoints de leur propre gré comme vous, et qui se trouvent à ma suite. Vous connaissez le pays et vous pourrez me donner de bons conseils. Jean de Saint-Bonnet, sieur de Teurat, était grand brun avec des yeux bleus. Dans toute la maturité de ses 45 ans, colérique mais généreux et enclin à la réconciliation, brusque de manière, mais sans doute affable, même avec les soldats, il s'était distingué comme défenseur de l'île de Ré, dans la guerre contre les Anglais. Mais il n'était pas sympathique à Richelieu et à la cour, semble-t-il. Ses amis se murmuraient un de ses dialogues avec le chancelier de Marillac, qui lui avait dit avec dédain que l'on aurait pu trouver 2000 gentilshommes en France capables de mener aussi bien l'affaire de l'île de Ré. Et lui, il avait répliqué que l'on en aurait mieux que Marillac. Ses officiers lui attribuaient un aussi autre bon mot, mais selon d'autres était d'un capitaine écossais. Dans un conseil de guerre, à La Rochelle, le père Joseph, qui était bien la fameuse éminence grise et qui se piquait de stratégie, avait mis le doigt sur une carte en disant « Nous traverserons ici ». Et Toira avait froidement objecté « Mon révérend père, votre doigt n'est hélas pas un pont. Voici la situation, cher ami, poursuivait Toira. En parcourant les glacis et désignant le paysage, le théâtre est splendide. Les acteurs représentent le meilleur des deux empires et de nombreuses seigneuries. En face, nous avons même un régiment florentin et commandé par un Médicis. Nous pouvons avoir confiance en Casale. En tant que ville, le château, d'où nous contrôlons la partie du fleuve, une belle bastille. Il est défendu par un beau fossé et sur les murailles, nous avons disposé un terre-plein qui permettra aux défenseurs de bien travailler. La citadelle a 60 canons et des bastions selon les règles de l'art. Ils sont faibles en quelques points, mais je les ai renforcés avec des demi-lunes et des batteries. Tout cela est excellent pour résister à un assaut frontal. Mais Spinola n'est pas un novice. Regardez ces mouvements là-bas. Il apprête des galeries de mines, et quand elles seront arrivées là, en dessous, ce sera comme si nous avions ouvert les portes. Pour bloquer les travaux, il faudra descendre en rase campagne. Mais là, nous sommes plus faibles. Et à peine l'ennemi aura poussé plus avant ces canons-là, il commencera à bombarder la ville. C'est ici qu'entre en jeu l'humeur des bourgeois de Casale, et qui j'ai fort peu confiance. D'autre part, je les comprends. Ils tiennent plus à la sauvegarde de leur ville qu'à M. de Nevers, et ils ne sont pas encore persuadés qu'il est bon de mourir pour les lys de France. Il s'agira de leur faire comprendre qu'avec le Savoie ou avec les Espagnols, ils perdraient leur liberté et Casale ne serait plus une capitale, mais deviendrait une quelconque forteresse comme Suse, que le Savoie est prêt à vendre pour une poignée d'écus. Pour le reste, on improvise, sinon ce ne serait pas une comédie à l'italienne. Hier, je suis sorti avec 400 hommes vers Frasineto, où étaient en train de se concentrer des impériaux, et ceux-ci se sont retirés. Mais tandis que j'étais occupé là-bas, des Napolitains se sont installés sur cette colline juste du côté opposé. Je l'ai fait pointer par l'artillerie durant quelques heures et je crois qu'il en a résulté un beau massacre. Mais ils ne sont pas partis, qui a emporté la journée. Je jure sur notre Seigneur que je ne le sais pas, et il ne le sait pas non plus, Spinola. Cependant, je sais ce que nous ferons demain. Vous voyez ces casines dans la plaine. Si nous les contrôlions,
nous tiendrions à portée de tir de nombreuses positions ennemies. Un espion m'a dit qu'elles sont désertes, et c'est une raison suffisante pour craindre que quelqu'un ne s'y cache. Mon jeune monsieur Roberto, ne faites pas cette tête indignée et apprenez. Théorème numéro un, qu'un bon commandant gagne une bataille en se servant bien des espions. Et second théorème, qu'un espion étant un traître, en un clin d'œil, il trahit qui le paye pour trahir les siens. En tout cas, demain l'infanterie ira occuper ces casines. Plutôt que garder les troupes à moisir entre les murailles, mieux vaut les exposer au feu, ce qui est un bon exercice. Ne piaffez pas, monsieur Roberto. Ce ne sera pas encore votre jour, mais après-demain, le régiment de Bassiani devra traverser le Pô. Vous voyez ces murs là-bas? C'est une partie d'un fortin que nous avions commencé à construire avant l'arrivée des autres. Mes officiers ne sont pas d'accord. Je crois qu'il est bien de le reprendre avant que ne l'occupent les impériaux. Il s'agit de les tenir sous le feu dans la plaine, de manière à les gêner, à retarder la construction des galeries. Bref, il y aura de la galerie, de la gloire pour tous. Pour l'heure, allons souper. Le siège en est à ses débuts et les provisions ne font pas encore défaut. Ce n'est que plus tard que nous mangerons les rats.